Donc, on a dit que à travers le test de Fisher, on peut vérifier est-ce qu'on va accepter le H0 ou on va accepter le H1, c'est-à-dire est-ce qu'on va accepter l'hypothèse qu'il y a égalité entre les moyennes ou l'hypothèse de différence entre les moyennes. Si le F de Fisher est supérieur à 1, on accepte l'hypothèse H1 qu'il y a une différence entre les moyennes, mais ce condition, c'est qu'il faut respecter la normalité et l'homogénéité des variances. On va les voir lorsqu'on va traiter les deux exemples avec SPSS. Donc on a dit que la démarche avec SPSS pour réaliser une analyse de la variance passe par... Donc on doit suivre 3 étapes. La première des choses, c'est de vérifier les conditions d'application. Est-ce que les conditions d'application des tests paramétriques est vérifiées ou non? Sinon, c'est-à-dire si on accepte, donc si on ne vérifie pas les conditions d'application des tests paramétriques, ben on passe pour la deuxième alternative qui est les tests non paramétriques. Donc, on n'a pas de conditions au niveau des tests non paramétriques et on fait appel à ce genre de tests, notamment lorsqu'on a des petits échantillons où il y a donc, peu de chances d'avoir les conditions de normalité ou d'homogénéité respectées. Donc la première des choses, c'est de vérifier les conditions d'application de l'ANOVA. Deuxièmement, il faut procéder au test ANOVA, proprement dit ANOVA, c'est-à-dire de faire le test de Fisher et d'analyser le F de Fisher. Mais si on accepte, par exemple, dans le test de Fisher, on accepte le H1, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre les moyennes, on a dit que ce test ne permet pas de savoir lesquelles des moyennes est différente. Donc, pour savoir laquelle des moyennes est différente des autres ou lesquelles sont différentes des autres, on passe pour un troisième test. Donc, c'est le test de post-hoc qui nous permet de faire la comparaison des moyennes. Donc, la première des choses, on a dit, c'est d'analyser les conditions d'application. Généralement, on a 4 à 5 conditions. Il y a premièrement la première condition à vérifier, c'est de voir est-ce qu'on a des groupes ou des échantillons qui sont aléatoires et qui sont indépendants également. Deuxièmement, il faut vérifier la normalité de la distribution. Et troisièmement, il faut vérifier l'homogénéité de la variance. Est-ce qu'on a des variances qui sont homogènes ou identiques dans l'ensemble des groupes ou ils sont différentes d'un groupe à un autre? Donc la première condition, c'est l'échantillon aléatoire où les groupes sont indépendants, c'est-à-dire qu'on vérifie est-ce que les groupes, premièrement, sont tirés au hasard de leur population respective, c'est-à-dire les échantillons qu'on a pris, est-ce qu'ils sont pris au hasard? Et deuxièmement, de vérifier s'il y a une dépendance entre les observations, que ce soit à l'intérieur des mêmes groupes ou les observations d'un groupe à un autre. C'est-à-dire indépendance entre les données des mêmes groupes et également indépendance des données d'un groupe à un autre, pour vérifier qu'effectivement il y a une différence entre les groupes. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, c'est de vérifier donc l'homogénéité et la normalité. Donc, on dit qu'avec SPSS, 2 principales conditions à vérifier. La première, c'est le test de normalité où il faut vérifier est-ce que les populations étudiées suivent une distribution normale, ou une loi normale, la loi de Gauss. Deuxièmement, l'homogénéité des variances. Il faut procéder à un test d'homogénéité de variance, ou ce qu'on appelle homocydricité, un test d'homocydricité, où on vérifie que les variances des populations, est-ce qu'elles sont égales pour l'ensemble des groupes ou elles sont différentes? Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si ces conditions ne sont pas vérifiées, ben on a dit qu'il faut passer à un test non paramétrique, par exemple le test de Kruskal-Wallis qui nous permet de chercher la dépendance et qui peut être considéré comme étant une alternative au test d'ANOVA ou de Fisher. On a dit que le test de Fisher n'est pas donc robuste lorsque les conditions de normalité et homogénéité ne sont pas vérifiées. Et pour cela, on peut faire appel à un deuxième test qui peut être considéré comme étant l'alternative, c'est le test non paramétrique qui permet pour nous d'analyser la situation. Dans les exemples que nous allons traiter avec SPSS, j'ai choisi pour vous deux exemples. Un premier exemple, on a l'homogénéité et la normalité, c'est-à-dire que les conditions sont vérifiées. Et le deuxième exemple, on va voir le cas où les deux conditions ne sont pas vérifiées, on va faire appel à un test non paramétrique.
Donc la première condition, on a dit, c'est la normalité de la distribution, c'est-à-dire de vérifier est-ce qu'on a une distribution normale des données donc, de la population donc, suivant une loi normale ou une loi de Gauss, où vous avez la forme en cloche de votre graphique. Et donc vous avez par exemple 50%, c'est par exemple dans l'exemple qu'on a, il est centré autour de la médiane, parce que ça peut être centré autour soit de la moyenne ou de la médiane. Dans l'exemple qu'on a, on a une distribution qui est donc symétrique et centrée autour de la médiane. On a 50% par exemple des valeurs inférieures qui sont en bleu et les 50% dans la deuxième surface en jaune qui est la partie supérieure par exemple. Ça c'est le cas d'une distribution normale qu'il faut vérifier. On peut le vérifier soit avec les histogrammes, on va voir avec SPSS, ou même avec les boîtes à moustaches, on peut vérifier également ce point de normalité de la distribution. Alors, deux hypothèses pour vérifier ce point de normalité, deux hypothèses. Le H0 suppose qu'il n'y a pas, donc qu'il y a une distribution normale. Et le H1 suppose qu'il n'y a pas de distribution normale. Donc, le H0, c'est la distribution normale, et le H1, on dit qu'il n'y a pas de distribution normale ou il n'y a pas de normalité. Là, que la normalité n'est pas respectée et on n'a pas une distribution symétrique, mais on a une distribution asymétrique qui peut être biaisée à droite ou à gauche. Et pour cela, on a deux types de tests qu'on peut faire pour vérifier la normalité. Il y a le test noté KS, c'est le test de Kolmogorov-Smirnov, ou le test SW, le test de Shapiro-Wilk. Donc, ce sont deux tests qui nous permettent de vérifier la normalité. Je vais même traiter avec vous les deux cas. Quand est-ce qu'on fait appel au test KS et quand est-ce qu'on fait appel au test SW pour vérifier donc la normalité. Donc, la normalité est vérifiée avec ces deux tests. On fait appel généralement au test de Kolmogorov lorsqu'on a un échantillon relativement grand, hein. C'est-à-dire dans l'effectif de l'échantillon, la taille de l'échantillon dépasse 50 observations en termes d'effectifs. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si on a un cas où on a un nombre inférieur à 50, on dit qu'il faut faire appel au test de Shapiro-Wilk. On fait appel au test de Kolmogorov lorsqu'on a une taille d'échantillon qui est supérieure, qui est élevée, relativement élevée, généralement n supérieur à 50. Si c'est inférieur, on fait appel à Shapiro-Wilk. Et pour les deux tests, c'est la même démarche pour accepter le H0, H1. Si le test n'est pas significatif, c'est-à-dire sa signification est supérieure à 0,05, ben dans ce cas, on accepte le H0 et on suppose que la condition de normalité est vérifiée. Mais si un des deux tests n'est pas, donc il est significatif, c'est-à-dire il est inférieur à 0,05, ben dans ce cas, on dit que la normalité n'est pas respectée. Dans notre cas, on cherche à accepter à vérifier la normalité, donc on cherche à accepter le H0. Si donc le H0 n'est pas vérifié, on doit passer, comme on va le voir, au test non paramétrique. Donc ça, c'est pour la première situation. Mais généralement, on doit vérifier la normalité, mais cette condition de normalité n'est pas exigée à 100%. On peut parfois violer cette condition de normalité et donc de chercher à faire le test avec d'autres moyens, comme on a dit, avec les tests, par exemple, non paramétriques, notamment lorsqu'on a des échantillons qui sont grands. Mais si on a des petits échantillons, ben dans ce cas, il faut faire appel, ou il faut faire attention, aux valeurs extrêmes. Parce que les petits échantillons, on trouve qu'ils sont très sensibles aux valeurs extrêmes, et il faut vérifier si vous avez des valeurs extrêmes, essayez de reprendre le test sans valeur extrême. On fait le test avec valeur extrême et sans valeur extrême. Et il y a plusieurs moyens pour détecter les valeurs extrêmes. Par exemple, avec SPSS, on peut faire appel, par exemple, aux boîtes à moustaches. Ça, c'est un exemple pour voir les valeurs extrêmes. C'est un exemple que nous allons voir même dans notre cas qu'on va traiter, les deux cas qu'on va traiter. Là, c'est un exemple où il y a ce qui est entouré en rouge représente les valeurs extrêmes, parce qu'il estime que ces valeurs sont très très élevées, par exemple, par rapport à la moyenne ou par rapport à ce que devrait avoir cette catégorie. Donc, là, ce sont des valeurs extrêmes. On peut retirer ces observations et reprendre le test
sont les observations qu'on a. Deuxième condition, après la normalité, donc la première condition, on a dit c'est la normalité. La deuxième condition, c'est l'homogénéité de la variance. Il faut vérifier est-ce que les variances sont homogènes, les variances des différents groupes sont homogènes, c'est-à-dire ils sont identiques, ou ils sont hétérogènes, c'est-à-dire ils sont différentes. Donc, deux moyens également, il y a un test statistique qui nous permet de vérifier est-ce qu'on va accepter l'hypothèse d'homogénéité ou on va accepter l'hypothèse d'hétérogénéité, c'est le test de Livni ou de Levin. Et il y a également la possibilité de vérifier avec les boîtes à moustaches et de voir est-ce que il y a, avec les boîtes à moustaches, il y a les mêmes variances ou il y a des variances qui sont différentes. On va le voir avec le test de Levin et même avec la boîte à moustaches, on peut analyser comment peut-on voir est-ce que les variances sont différentes ou ils sont les mêmes, ils sont identiques. Alors avec le test de Levin, c'est le même principe qu'on a fait pour le test de Shapiro et de Kolmogorov, c'est que on accepte le H0 si le test n'est pas significatif. C'est-à-dire on accepte l'hypothèse que les variances sont identiques, c'est-à-dire ils sont homogènes, si le test n'est pas significatif. Et on accepte l'hypothèse H1 que les variances sont différentes et qu'ils sont hétérogènes si le test est significatif. Donc, la règle de décision, on accepte le H0, c'est le test de... Donc Levin n'est pas significatif, c'est-à-dire elle est supérieure, sa signification est supérieure à 0,05. Si elle est inférieure à 0,05, ben on accepte l'hypothèse d'hétérogénéité de variance. Et dans ce cas, il faut procéder, comme on a dit, au test non paramétrique. Donc, ce sont les deux premières conditions pour passer au test ANOVA. Donc, la première condition, c'est la normalité. La deuxième condition, c'est l'hétérogénéité, ou l'homogénéité, pardon, des variances. Si les deux conditions sont vérifiées, on peut faire appel au test de Fischer. Si ce n'est pas le cas, il faut faire un test non paramétrique. Donc, si le test de Levin, par exemple, n'est pas vérifié, ben on peut utiliser un test non paramétrique, c'est le test de Brown ou le test de Welch. Ces deux tests remplacent donc le F de Fischer et nous permettent d'analyser la situation. Et on dit qu'ils sont plus robustes que le F dans ce cas, lorsque la condition, par exemple, d'homogénéité n'est pas vérifiée. De même, on a vu que lorsque la condition de normalité n'est pas vérifiée, on peut faire appel à un autre test non paramétrique. Donc, le plus important, c'est qu'il y a deux conditions. Si les conditions sont vérifiées, on passe directement au test ANOVA. Si les conditions ne sont pas vérifiées, il faut faire les tests non paramétriques. Donc, lorsque la normalité et l'homogénéité ne sont pas vérifiées, ne sont pas respectées, ben on procède au test non paramétrique, par exemple, Kruskal-Wallis qu'on a vu avec la normalité, ou Welch ou Brown qu'on a avec l'homogénéité. Donc, ça, c'est pour vérifier donc, le test ANOVA en cas de non-respect des deux conditions d'application d'ANOVA, à savoir l'homogénéité des variances et la normalité de la distribution. Deuxième étape, si on a vérifié que les deux conditions, l'homogénéité des variances et la normalité de distribution sont respectées, on peut passer par la suite à l'analyse de tests de variance. Il y a le test, par exemple, de Fischer, le test de Bartlett, ou même le test de Levin, qui est considéré comme étant un test alternatif au test de Bartlett. On va les voir avec les exemples. Et la troisième étape, comme on a dit, c'est de comparer les moyennes. Lorsqu'on estime qu'il y a une différence entre les moyennes, ben on doit comparer les moyennes à travers le test post-hoc. Alors, sans tarder, donc on a eu le problème déjà de navigateur avant, je passe directement au premier exemple avec SPSS où nous allons traiter, avec un exemple des ventes, l'effet de la promotion sur les ventes ou sur le chiffre d'affaires. La variable dépendante d'après ce qu'on a devant nous, c'est bien les ventes. Et la variable qui va l'expliquer, c'est bien les promotions. Donc, on a une variable dépendante qui est une variable quantitative, c'est les ventes, et la promotion, donc, qu'on va considérer comme étant une variable qualitative. Donc, la première des choses, il faut identifier les données et sélectionner vos données. Donc, nous, on a déjà les données parce qu'on n'a pas moyen de faire les deux à la fois et de basculer avec SPSS. Donc, je vais travailler directement avec les données, je vais vous afficher les résultats, on va interpréter les résultats. Donc, la variable à expliquer, c'est les ventes. C'est une variable qui est quantitative.
La variable indépendante et explicative qu'on appelle facteur, c'est le niveau de promotion. Elle est qualitative. On peut faire appel au test ANOVA. Alors, la variable explicative, le facteur, c'est la promotion. On a 3 niveaux de promotion. Donc, les modalités de la variable explicative, comme on a vu avant, on les appelle niveaux. On a 3 niveaux, élevé, moyen et faible. Avec un échantillon de n qui est égal à 30. On va voir, on a dit que pour la taille d'échantillon, notamment au niveau de normalité, pour voir lequel des tests il faut vérifier, comparant la taille de notre échantillon avec 50. S'il est supérieur à 50, on fait appel au test de Shapiro, sinon on fait le deuxième. Donc on va voir. Donc, conditions d'application, les conditions auxquelles on a parlé, nous on va vérifier que la distribution de la normalité de la distribution et l'homogénéité de la variance, parce que les données, on a déjà les données, mais on a des données dedans, les échantillons sont indépendants et sont pris de façon aléatoire, les groupes. Alors on peut premièrement analyser ou comparer les moyennes avec les graphiques. Par exemple, le premier graphique qu'on peut faire, c'est, par exemple, je peux faire appel au graphique des barres d'erreur, où je peux voir l'évolution de la moyenne des ventes en fonction des promotions. Avec SPSS, on fait graphe barre d'erreur aux boîtes de dialogue des anciennes versions, barre d'erreur, vous choisissez simple. Dans variable, vous glissez la variable dépendante. Et dans axe de modalité, on glisse le facteur ou la variable explicative, qui est dans notre cas la promotion, avec un intervalle de confiance de 95%, c'est-à-dire que la marge d'erreur fixée, c'est 5%. Ça nous donne un premier diagramme où on peut observer à partir de ce diagramme qu'il y a une différence en termes des moyennes. Une chose qu'on va vérifier avec l'analyse de tests de Levin et les autres tests. Remarquez que même le diagramme des moyennes que nous allons avoir avec l'ANOVA, un facteur, remarquez que la moyenne qu'on a des ventes pour une promotion élevée est complètement différente de la moyenne pour une promotion moyenne, ou lorsque le niveau de promotion est faible. Donc, à première vue, à travers l'analyse graphique, comme on a fait avec la régression, on peut faire toujours appel à une analyse graphique pour avoir une première idée concernant votre test, et par la suite, on peut passer au test statistique. Donc, on a observé d'après les 2 diagrammes qu'on a vus qu'il y a une différence en termes de moyenne, et qu'on peut vérifier avec les tests statistiques. Donc, 2 étapes qu'on a vues. Donc, la première étape, c'est la normalité, et deuxièmement, c'est l'homogénéité. Donc, la normalité de la distribution, on a dit H0 suppose qu'il y a une distribution normale, et H1 suppose qu'il y a une distribution qui est asymétrique ou qui n'est pas symétrique. Les 2 tests, c'est Kolmogorov et Shapiro qu'on vient de voir, mais ce condition, si supérieur à 50, on fait appel à test de Kolmogorov, si inférieur, on fait appel au test de Shapiro. Dans notre cas, on a vu que la taille de l'échantillon, c'est combien? C'est 30. Donc, on comprend que pour tester la normalité, on doit faire appel au test de Shapiro. Pourquoi? Parce que la taille qu'on a au niveau de l'échantillon, c'est 30, il est inférieur à 50. Oui, on peut vérifier. Pour les valeurs extrêmes, moi, j'ai essayé de donner certaines situations. J'ai bien dit que parmi les moyens de vérifier les valeurs extrêmes, c'est la boîte à moustache. Mais il y a d'autres moyens pour vérifier. Pour répondre à la question de Mehdi, il y a d'autres moyens pour vérifier. J'ai donné l'exemple de boîte à moustache, mais il y a d'autres moyens pour vérifier parce qu'on n'a pas la possibilité de tout traiter. J'ai essayé donc de faire certains graphiques, mais il y a plusieurs graphiques qui nous permettent de vérifier l'existence de valeurs extrêmes, que ce soit les valeurs éloignées ou les valeurs aberrantes même. Donc la règle, on a dit, on accepte le P, c'est-à-dire la normalité, si le test n'est pas significatif. Et dans notre cas, tant que le n est inférieur à 50, on va faire appel au test de Shapiro. Donc pour la normalité, on fait avec SPSS analyse, statistique descriptive, explorer, et on glisse notre variable dépendante qui est demandée, et on teste la normalité. Et on a dit qu'on va faire appel au test de Shapiro, tant que le n est égal à 30. La signification de notre test, parce
lorsqu'on demande la normalité, il nous donne les deux tests. Remarquez que Kolmogorov, il n'est pas significatif et Shapiro n'est pas significatif. Mais nous, tant que notre échantillon est inférieur à 50, c'est préférable de vous baser dans votre interprétation, dans votre analyse, sur la signification des tests de Shapiro au lieu de tests de Kolmogorov. Le plus important pour nous, c'est dans les deux situations, le test n'est pas significatif. Donc, on a 231 et il est supérieur à 0,05, on accepte le H0, c'est-à-dire que l'hypothèse de normalité de la distribution est vérifiée. La première condition est vérifiée qu'on a une distribution normale. La première condition d'application d'ANOVA est vérifiée. Deuxième élément, deuxième condition, c'est de vérifier l'homogénéité. Et même la normalité de la distribution, il peut être vérifié comme on a dit donc avec le graphique. On peut faire un histogramme en demandant la courbe de Gauss et pour voir est-ce qu'on a une distribution symétrique ou asymétrique. Voilà un exemple avec SPSS. Vous pouvez faire graphe, boîte de dialogue des anciens version histogramme. Vous glissez votre variable, par exemple vente, dans la partie ou la case réservée et par la suite, vous vérifiez est-ce que vous avez la forme en cloche de votre courbe ou non. Là, c'est le cas qu'on a, à peu près, on a donc une distribution qui est symétrique, où on a la forme en cloche, 50% des valeurs inférieures et 50% des valeurs qui sont supérieures à la moyenne, qui est dans notre cas, remarquez, la moyenne c'est 6,07. Donc, on a une distribution qui est normale, on a vérifié avec le graphique, on a vérifié avec le test de Shapiro, et on a vérifié même avec le graphique ici d'histogramme, et on peut vérifier même avec la boîte à moustache, où je peux demander une boîte à moustache, non pas pour les deux, c'est-à-dire variable dépendante et la variable indépendante, mais seulement pour la variable dépendante, qui est la variable quantitative dans notre cas, qui est la vente. On peut faire une boîte à moustache et on peut voir la forme de notre boîte à moustache. Et si on estime que la boîte à moustache, donc, elle est proportionnelle on a une partie inférieure qui est à peu près égale à la partie supérieure, on peut dire qu'on a une distribution symétrique. C'est le cas qu'on a ici. On a la ligne médiane. La ligne médiane est au milieu de la boîte. C'est comme si c'est seulement pour vous rappeler, donc pour ceux qui n'ont pas travaillé avec la boîte à moustache avant, la barre inférieure représente le minimum, la barre supérieure représente le maximum, et la boîte elle-même donc représente les quartiles ou les quartiles. Ça, c'est le Q1. Ça, c'est le Q2 qui représente la médiane. Et ça, c'est le Q3. Et comme vous observez, c'est que la médiane, qui divise la population en deux parties égales, donc remarquez que la médiane, elle est juste au milieu. Ce qui fait, on peut dire comme ce qu'on a vu avec l'histogramme, c'est à peu près, on a une boîte, donc une distribution qui est symétrique. On a, donc, le 50%, c'est au milieu, c'est-à-dire la partie inférieure. Ce qu'on a au niveau de la partie inférieure, c'est à peu près ce qu'on a au niveau de la partie supérieure, ce qui reflète qu'on a à peu près une distribution qui est normale, qui est vérifiée, qui confirme que ce qu'on a vérifié, que ce soit avec le test de Shapiro, dont le test de Shapiro nous a donné qu'on a une normalité de distribution, l'histogramme, il nous a confirmé ça, et également la boîte à moustache nous a confirmé la normalité de notre distribution. Donc ça, c'est pour la première condition, la normalité de distribution. Deuxième, donc, même on peut faire une vérification de la normalité de distribution par groupe. C'est-à-dire qu'avec ce qu'on a demandé avec le test de Shapiro, il nous a donné pour l'ensemble des groupes, est-ce que c'est significatif ou non. Mais je peux faire l'analyse par groupe. Je peux faire une analyse de normalité par groupe. Et remarquez que là, pour les trois groupes, c'est-à-dire pour les trois niveaux, élevé, moyen, faible, on observe la signification de Shapiro. Parce qu'on a dit qu'on ne va pas faire Kolmogorov parce qu'on a inférieur à 50. Mais dans le deuxième cas, on va prendre une situation supérieure à 50. Comme j'ai dit pour vous, je vais prendre les deux situations, inférieure à 50, supérieure à 50, et deux situations avec homogénéité et normalité, et sans homogénéité et sans normalité. Alors, dans notre cas, on a également l'hypothèse de normalité au sein des groupes est vérifiée. Remarquez que
Pour les groupes également, on estime que la distribution est symétrique, même intragroupe. Dans le groupe, dans chaque groupe, on a une distribution donc, qui est normale. Donc la condition de normalité est vérifiée. Donc maintenant, on va faire la deuxième condition, c'est la condition d'homogénéité. Et pour vérifier la condition d'homogénéité, on va faire le test d'ANOVA et on va cocher homogénéité. Alors les étapes pour faire le test ANOVA sur SPSS, c'est analyse, comparer les moyennes, ANOVA un facteur. Je disais bien que ANOVA un facteur, parce qu'on est dans le cas bivarié. Dans le cas multivarié, on peut avoir ANOVA deux facteurs et on peut avoir donc le multivarié avec plusieurs facteurs et non pas seulement deux. On peut avoir plusieurs variables explicatives. C'est le cas ANOVA qu'on va faire après, ou même l'ANCOVA après, qu'on peut traiter, Inch'Allah. Donc, on glisse dans la fenêtre qui s'affiche pour nous lorsqu'on fait analyse, comparer les moyens ANOVA un facteur. Dans la case variable dépendante, on glisse notre variable dépendante qui est dans notre cas, c'est les ventes. Et dans critères, on glisse la variable explicative, le facteur. Dans notre cas, c'est la promotion. Par la suite, vous avez, comme vous constatez à droite, vous avez un ensemble de boutons sur lesquels il faut donc, cliquer pour accéder aux options qu'il faut cocher pour vérifier votre test. Par exemple, si on va cliquer sur le bouton option, on aura donc la possibilité de cocher les tests non paramétriques et d'avoir le diagramme des moyennes qu'on a vu tout à l'heure au début de notre exemple, et d'avoir même les caractéristiques, c'est-à-dire de tendance centrale, les moyennes ou les écarts types de dispersion, pour vérifier l'écart de moyenne d'un groupe à un autre, ou l'écart en termes des écarts types ou des variances d'un groupe à un autre. On peut avoir le test d'homogénéité comme vous voyez, et on a dit qu'en cas de non-homogénéité, c'est-à-dire d'hétérogénéité, on peut faire appel au test de Welch ou au test de Brown pour donc faire l'alternative et vérifier la relation. Donc, si on fait poursuivre, on peut donc faire le test. Normalement, on doit faire le test sans faire le test post-hoc. Parce que quand est-ce qu'on fait le test post-hoc? Pour comparer les moyennes, lorsqu'on accepte le H1, qu'il y a effectivement une relation et qu'effectivement il y a une différence entre les moyennes, on doit voir quelle des moyennes est différente des autres. Et dans ce cas, on fait un test de comparaison des moyennes, appelé test post-hoc, qui nous permet de vérifier laquelle des moyennes est différente. Et ce test également, pourquoi on doit le faire? C'est pour cette raison qu'on l'appelle le test a posteriori, parce qu'on le fait après. On le fait après avoir vérifié l'homogénéité. Donc, après avoir vérifié, est-ce qu'il y a une différence? Et si on trouve qu'il y a une différence, on doit voir quelle moyenne est différente. Et également, après avoir vérifié l'homogénéité, est-ce qu'on a homogénéité de la variance ou hétérogénéité en termes de variance? Et dans ce cas, remarquez qu'on a deux types de tests. D'hypothèse, de variance. Donc, si l'hypothèse de variance est égale, c'est-à-dire l'homogénéité est respectée, on peut faire appel à test de Sheffield ou de Tukey, généralement lorsqu'on a plus que 2 modalités, 3 modalités, 4. Si on a un peu donc, de modalités, on peut faire le test de Bonifroni, donc ce qui fait, Bonifroni, qui nous permet donc d'analyser, c'est comme le tester lorsqu'on a deux modalités seulement. Mais lorsque on a hétérogénéité des variances, c'est-à-dire, remarquez, c'est après avoir vérifié l'homogénéité, si on trouve que l'homogénéité n'est pas respectée, on a des variances qui sont inégales, c'est-à-dire hétérogénéité de variance, ben dans ce cas, on ne doit pas faire les tests de Tukey ou de Sheffield, mais on doit faire le test de Taman ou le test de Danen, avec toujours un niveau de signification de 5%. Donc là, il faut le faire après. Moi, j'ai mis pour vous les étapes donc, à ce stade, parce qu'après, on va passer directement à l'analyse en fonction de la situation qu'on a. Mais pour vous, normalement, il faut faire donc, le test post-hoc après avoir vérifié, la différence entre les moyennes et la différence entre les variances. Et dans ce cas, vous choisissez lequel des tests il faut prendre dans votre cas. Avant d'examiner les résultats, donc, on a dit qu'il faut vérifier premièrement le test de Levin. Donc, le test de Levin, pour vérifier l'homogénéité, le test de Levin, on a dit qu'on accepte le H0, c'est-à-dire il y a homogénéité des variances lorsque le test de Levin n'est pas significatif, c'est-à-dire son P est supérieur à 0,05. C'est le cas qu'on a, parce
ce qu'on a fait poursuivre OK avec SPSS, il nous a donné ce tableau d'homogénéité. Parce que comme vous vous rappelez, on a coché ici test d'homogénéité de variance. Ça nous donne ce test d'homogénéité de variance de Levin, où il faut voir est-ce que c'est significatif ou non. On trouve que la valeur qu'on a, c'est 0,275, il est supérieur à 0,05. Donc ça reflète que ce n'est pas significatif et on doit accepter le H0, c'est-à-dire que l'hypothèse d'homogénéité de variance est vérifiée. Et là, on a les deux hypothèses vérifiées. La normalité est vérifiée et l'homogénéité est vérifiée. C'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin, dans ce cas, de faire un test non paramétrique et on peut se contenter seulement de tests de f de Fischer pour accepter le H0 ou accepter le H1. Donc là, on a la deuxième condition d'homogénéité vérifiée. Une chose qui est vérifiée également, remarquez, tout à l'heure on a fait pour vérifier la normalité de la distribution, une boîte à moustache pour la variable vente seulement. Mais là, on a fait une boîte à moustache pour la variable vente par rapport au niveau. Et pour voir est-ce qu'effectivement, il y a homogénéité en termes de variance ou non, c'est-à-dire il y a égalité entre les variances ou non. Si on compare donc, ici les trois boîtes, on observe qu'on a à peu près les mêmes variances d'une boîte à une autre. On a à peu près les mêmes variances. On peut dire que l'hypothèse d'homogénéité des variances est respectée même avec la boîte à moustache. Donc, on a pu l'analyser. Donc les deux conditions sont vérifiées. Dans ce cas, on n'aura pas besoin de passer au test non paramétrique de Welch et de Brown. Et on peut passer directement à l'analyse des tableaux ANOVA. On a dit quand est-ce qu'on fait appel au test non paramétrique et on ne peut pas analyser le tableau ANOVA directement lorsque les deux conditions, normalité et homogénéité, ne sont pas vérifiées. Donc là, ils sont vérifiés, on peut passer au test ANOVA et on peut vérifier donc le f de Fischer qu'on a vu qui est égal au rapport de variance intergroupe et variance intragroupe. Et on a vu qu'on doit accepter le H1 lorsque ce rapport est supérieur à 1. Et on a vu que plus ce rapport est grand, plus on a de chances d'accepter le H1, c'est-à-dire l'hypothèse de différence entre les moyennes. C'est ce qu'on a dans notre exemple, c'est ce qu'on a trouvé. Remarquez que le test ANOVA un facteur, on trouve que premièrement le test est significatif, sa signification est inférieure à 0,05, et le f de Fischer pour un degré de liberté de 2 et pour un degré de liberté intragroupe c'est 29, donc 27. Donc on a donc un test de Fischer qui est égal à 19,944. Donc le total on a n-1, donc on a 30. Donc le 29 c'est le n-1, ça donne pour nous le 29. Et on a les modalités intergroupes, on a 3 groupes, si on fait P-1, on aura 2. Donc le 29 moins le 2, ça nous donne le 27, le plus important pour un f de Fischer de 27. On a une valeur de 17,94 qui est largement supérieure à 1, ce qui confirme qu'on doit accepter le H1 et que les moyennes des ventes sont significativement différentes d'un groupe à un autre. Et autrement, on peut dire que ce qui reflète que la moyenne de vente, par exemple, lorsque les promotions sont faibles, est complètement différente de la moyenne des ventes lorsque les promotions sont élevées ou lorsqu'ils sont moyennes. Donc, on a une différence significative en termes de moyenne des trois groupes, c'est-à-dire moyenne de vente, c'est-à-dire qu'effectivement les ventes sont influencées par le niveau de promotion. Donc comme décision, on peut dire qu'effectivement il y a une différence. Mais laquelle des moyennes est différente? C'est la deuxième étape de test ANOVA. La première étape, on a dit, c'est de vérifier les conditions d'application et de vérifier le test de f de Fischer. Si les conditions ne sont pas vérifiées, on fait le test non paramétrique. On a vérifié, on a accepté le H1. Les moyennes sont différentes. Mais laquelle des moyennes est différente des autres? On fait dans ce cas le deuxième test, c'est le test post-hoc. Le test post-hoc qui nous permet de comparer les moyennes. Et le test post-hoc, c'est pour comparer les moyennes. Et tant qu'on a trouvé, nous, qu'il y a égalité et que l'hypothèse d'homogénéité de variance est vérifiée, ben on doit faire le test soit de Sheffield, soit de Tukey pour comparer les moyennes. C'est le test qu'on a fait tout à l'heure. On a dit qu'il y a deux possibilités en fonction. Est-ce qu'on a homogénéité ou on a hétérogénéité? Dans notre cas, on a homogénéité. On va faire
un des deux tests, et les deux tests généralement guident vers les mêmes donc, résultats. Alors si donc, on analyse par exemple ici les résultats donnés par le test de post-hoc de Schuffer, remarquez qu'il compare les moyennes 2 à 2. Donc on a 3 groupes, et donc on va retirer donc, un niveau et on fait le test de moyenne 2 par 2. Donc remarquez que pour donc, le premier cas, on trouve que dans les trois situations, on a une différence significative. Et on trouve qu'il y a une différence très significative entre la moyenne des ventes lorsque le niveau de promotion est élevé et la moyenne lorsqu'il est faible. Et également pour moyen, remarquez ici, c'est que lorsqu'on a comparé le niveau moyen avec élevé et faible, remarquez que c'est significatif entre élevé et moyen, et c'est très significatif entre donc, moyen et faible. Et de même, on a comparé lorsque donc, le niveau de promotion est faible, on le compare avec élevé et moyen, donc on compare moyenne 2 à 2. On a trouvé que c'est très très significatif ici entre le niveau de promotion faible et le niveau élevé, et également entre faible et moyenne. C'est-à-dire que là, je ne vais pas dire qu'une seule moyenne qui est différente des autres, mais les trois moyennes sont différentes. mu1 est différente de mu2 et différente de mu3. Effectivement, il y a une différence entre les moyennes et les ventes changent effectivement en fonction du niveau de promotion. Ce n'est pas seulement lorsque le niveau de promotion est élevé où on trouve que le niveau de vente est élevé. Et dans ce cas, on va trouver que seulement élevé qui est différent des autres. Mais là, on a trouvé une différence significative en termes des moyennes pour les trois cas. On peut dire que mu1 est différente de mu2 et différente de mu3, c'est-à-dire les trois moyennes sont différentes parce que la comparaison des groupes pris 2 à 2 nous a donné des moyennes qui sont significativement différentes. Les moyennes sont significativement différentes. Là, dans ce cas, on peut donc confirmer notre constat et confirmer l'hypothèse H1, c'est qu'effectivement, il y a une différence entre donc, les moyennes et qu'effectivement, comme décision, on peut dire que le volume des ventes ou le chiffre d'affaires dépend des niveaux de promotion. Parce qu'on a trouvé que la moyenne des ventes change en fonction de niveau de promotion. C'était le premier exemple dans lequel on a fait le test et on a comparé avec une situation dans laquelle on avait homogénéité de la variance et on avait normalité de la distribution avec un échantillon qui est inférieur à 50. Maintenant, on va faire un deuxième exemple avec le fichier donc SPSS qu'on a, le fichier employé. On a fait le premier exemple avec le fichier vente. Maintenant, on va passer pour le deuxième fichier, le fichier employé, qui existe parmi les fichiers modèles de SPSS. Où nous allons voir est-ce qu'il existe une relation entre le salaire touché par un employé et la catégorie d'employé. Donc, la variable dépendante ici, c'est le salaire actuel. Et la variable explicative ou le facteur, c'est la catégorie d'employé qui est une variable qualitative. Est-ce que le salaire actuel dépend de la catégorie d'employé? Même démarche qu'on a fait tout à l'heure. Donc, salaire qui est la variable dépendante est quantitative. Et la variable explicative, c'est-à-dire notre facteur, c'est la catégorie d'employé. Et les qualitatifs, ils comportent également trois niveaux. On a trois niveaux. On a secrétariat, cadre et responsable. Et on a un échantillon qui est relativement grand. On a 474 employés dans notre échantillon. C'est-à-dire que, donc là, on va inverser la situation. Tout à l'heure, on a analysé avec le test de Shapiro. Là, on ne va pas faire appel au test de Shapiro, mais on va faire appel au test de Kolmogorov. Donc, seulement pour voir les deux situations. Donc, la première, on a vu que lorsque la taille est inférieure à 50, là, on va prendre la taille supérieure à 50. Et dans la première, on a trouvé homogénéité et normalité. Et on va voir dans cette situation ce qu'on fait lorsqu'on n'a pas normalité, lorsqu'on n'a pas homogénéité des variances. Donc les mêmes conditions qu'on a fait, même démarche. Donc on peut premièrement vérifier avec le diagramme des barres ou les barres d'erreur, avec la variable, on glisse la variable dépendante, et donc axe de modalité, on glisse la variable explicative ou le facteur. Et remarquez donc, il n'y a pas de différence très significative entre la moyenne des secrétaires et des cadres, mais ça se voit qu'il y a une différence très significative
par rapport à la moyenne des responsables. Ce qui fait, c'est qu'on doit, généralement, d'après le diagramme qu'on a devant nous, on peut dire qu'on va accepter le H1, et c'est qu'effectivement, au moins, il y a une différence des moyennes, et au moins la moyenne des responsables est différente des autres moyennes. Donc, une chose qui est confirmée avec le diagramme des moyens, donc H0, comme on a vu, les moyennes des groupes ne sont pas différentes, et H1, les moyennes des groupes sont différentes. On doit vérifier et voir laquelle il faut confirmer, laquelle il faut infirmer. Donc, variable dépendante, salaire actuel, variable explicative, catégorie d'employés. On peut faire le test ANOVA. Donc, ANOVA, comparer les moyennes, ANOVA, un facteur, les mêmes démarches qu'on a fait. Salaire actuel, c'est dans variable dépendante et dans critères catégorie d'employés. Les mêmes options qu'on a cochées tout à l'heure, il faut les reprendre pour tester. Alors, mais il faut vérifier les deux conditions. La première condition, c'est la normalité, avec toujours H0. Donc, on a une normalité de la distribution. Et H1, on n'a pas de normalité, on a une distribution qui est asymétrique. Les mêmes tests, c'est seulement que le test à choisir dépend de la taille de votre échantillon. Là, on a un échantillon relativement grand, donc on peut faire, dans ce cas, le test de Kolmogorov. Donc, analyse statistique descriptive explorée, comme on a vu avec le premier exemple, et avec le test de normalité de Kolmogorov, on a trouvé que ce test est significatif, même de Shapiro, il est significatif. Mais tant qu'on a un échantillon supérieur à 50, là, on va prendre de Kolmogorov. On a le test est significatif, parce que le N c'est 774, on a fait appel à ça. Donc c'est significatif. Si le test est significatif, on a dit on va accepter le H1, c'est-à-dire que la condition de normalité n'est pas vérifiée. On n'a pas une distribution normale. Donc remarquez qu'on a une situation complètement différente des premiers exemples. Une chose qui est confirmée, si vous vous rappelez des premiers graphiques qu'on a fait, dans le premier exemple, le premier histogramme, on a trouvé une distribution qui a la forme en cloche. Là, on a une situation qui est complètement différente, où ça se voit d'après l'histogramme qu'on a donc une distribution qui est asymétrique. Une chose qui est confirmée, même remarquée avec la boîte à moustaches, où il y a assez de valeurs extrêmes, déjà. Remarquez qu'on a plusieurs valeurs extrêmes, et on n'a pas une distribution symétrique. Remarquez que les valeurs inférieures ne sont pas égales aux valeurs supérieures. Remarquez que parce qu'il y a assez de valeurs donc dans la partie supérieure, donc c'est possible qu'il faut donc vérifier la possibilité de normalité sans les valeurs extrêmes, sans les valeurs aberrantes. Donc là, la première condition n'est pas vérifiée, la normalité n'est pas vérifiée. On doit analyser la deuxième condition, l'homogénéité de la variance. Et toujours avec le même test, le test de Levin. On accepte le H1 si le test est significatif et H0 si le test n'est pas significatif. D'après les résultats donnés par SPSS, on a trouvé que la signification est égale à 0, c'est-à-dire que le test de Levin est significatif. Donc on doit rejeter l'hypothèse d'homogénéité de variance et on doit accepter l'hypothèse d'hétérogénéité, c'est qu'il y a effectivement une différence entre les variances. Et dans ce cas, la deuxième condition n'est pas vérifiée. Et même dans le test post-hoc, on doit faire le deuxième test et non pas le premier qu'on a fait dans le premier exemple. J'ai essayé de donner deux situations qui sont complètement différentes. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque la normalité n'est pas vérifiée et donc l'homogénéité n'est pas vérifiée? On a dit qu'on peut faire appel aux tests, donc aux tests qui sont non paramétriques. Par exemple, pour l'homogénéité, on va faire appel au test de Brown et au test de Welch pour faire face à ce problème d'homogénéité ou d'hétérogénéité de variance. Alors, le test de Brown ou de Welch, ils sont significatifs. Donc là, on peut accepter l'hypothèse qu'il y a une différence entre les moyennes. Donc, on accepte le H1 lorsque le test de Welch et de Brown sont significatifs. C'est le cas qu'on a ici. Les deux tests sont significatifs. Donc, on peut accepter l'hypothèse de différence entre les moyennes et qu'il y a une différence entre les moyennes des groupes. Donc, quand est-ce qu'on fait appel à ce test? Je répète, lorsque l'hypothèse d'homogénéité n'est pas vérifiée, c'est-à-dire lorsqu'on a hétérogénéité des variances. Remarquez qu'on n'a pas analysé ce test dans le premier exemple.
Là, on peut faire appel non, on peut analyser le f tant qu'on a trouvé que c'est significatif. On peut vérifier même avec le test de f et on trouve que, remarquez, on a une valeur de f qui est relativement, qui est très élevée en 434. Et donc, on peut dire qu'il y a une différence significative entre les groupes qui est confirmée avec le f de Fischer. On l'a trouvé avec le Welch, donc le test de Welch ou de Brown, et on a confirmé avec le f de Fischer. Et après, on peut donc analyser maintenant la différence, elle est où? C'est-à-dire en termes des moyennes, on peut la vérifier avec la deuxième phase d'ANOVA, c'est le test post-hoc. Vous remarquez que là, les deux tests qu'on va faire, c'est pas Shuffé ou Tukey qu'on a fait tout à l'heure avec le premier exemple. Pourquoi? Parce que on a hétérogénéité de variance ici. Hypothèse de variance inégale. Dans ce cas, on va faire appel au test de Taman ou au test de Danet pour vérifier donc, la différence, elle est significative. En quel niveau? Remarquez que si on compare les statistiques descriptives, remarquez que les moyennes ou les écarts types au niveau des trois groupes sont différentes. Ça se voit qu'il y a une différence très, très significative, notamment pour le responsable, qu'on a vu même avec le diagramme du moyenne. Remarquez, on peut dire que la moyenne, il n'y a pas une différence assez significative ou très significative entre la moyenne de secrétariat de cadre, mais une différence très significative en termes de moyenne par rapport à la moyenne de salaire de responsable. Alors, le test de Taman ou même d'Anet, il donne pour nous les mêmes résultats. On compare, comme ce qu'on a fait avec le test de Tukey, 2 à 2, les moyennes donc pris 2 à 2, par exemple, dans le premier cas, on a retiré secrétariat, on la compare par rapport aux moyennes des cadres et des responsables. De même, deuxième cas, on a tiré le cadre et on compare par rapport au secrétariat responsable et on fait de même. Et on observe la colonne signification, comme ce qu'on a fait dans le premier exemple. Et on a trouvé, dans les deux tests, qu'il y a une différence significative en termes de moyenne, ce qui reflète que, effectivement, il y a une différence entre les moyennes des groupes et qu'effectivement, il y a une différence très significative des moyennes des groupes. Et là, on peut dire que le salaire donc, touché par l'employé est significativement différent d'un groupe à un autre. Donc on a trouvé que le test est significatif et on peut vérifier dans ce cas que effectivement le salaire dépend de la catégorie d'employés. Donc ça, c'est la décision qu'on peut prendre au niveau de ce deuxième exemple. J'ai essayé de passer rapidement pour anticiper le retard parce qu'on a dépassé malheureusement le temps consacré pour la séance par 7 ou 8 minutes, donc, parce qu'on a eu un problème au niveau de la première partie. Mais le plus important, j'ai essayé de faire les deux cas lorsque le test, lorsque l'hypothèse de normalité est respectée, lorsque l'hypothèse d'homogénéité est respectée, et la situation lorsque l'hypothèse de normalité et d'homogénéité n'est pas respectée, ce qu'il faut faire, et les tests donc, de KS qu'il faut analyser, les tests non paramétriques. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, on a traité les deux situations. La situation où la condition est vérifiée, la situation où la condition n'est pas vérifiée, la situation avec un échantillon relativement petit, avec des observations inférieures, le nombre d'observations effectives inférieur à 50. Une deuxième situation avec un nombre d'échantillons relativement grand, on a 474, ça dépasse les 50. On a vu que le test de normalité change donc en fonction de la taille de votre échantillon. Mais le test de homogénéité, c'est le même, c'est le test de Levin. Et on a fait donc, le test de Levin dans le deuxième cas, même lorsqu'il n'y avait pas homogénéité de variance. Je ne sais pas si c'est clair, si vous avez des questions, parce qu'on doit mettre fin à notre vidéo, mais je ne sais pas si vous avez des questions dans ce sens. Et après, on peut faire le deuxième cas de l'analyse de la variance lorsqu'on a l'analyse de variance à deux facteurs, c'est-à-dire l'ANOVA à deux facteurs, c'est-à-dire on va basculer vers le cas multivarié. Hein. C'est-à-dire au lieu de refaire ANOVA à plusieurs reprises, ANOVA répété, on peut faire l'ANOVA à deux facteurs dans le cas multivarié. Ça sera l'objectif de la deuxième partie de l'analyse de la variance, où nous allons voir l'analyse de la variance multivariée appelée MANOVA. Donc, ça sera l'objet de la prochaine séance, Inch'Allah. Je ne sais pas si vous avez des questions avant donc, de mettre fin à la séance d'aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est clair.
C'est bon. Donc, on a dépassé déjà par 9 minutes. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va mettre fin à notre... C'est pas... Il y a BFG, j'ai pas compris là. Donc, Azza, donc il a mis en commentaire un BFG, j'ai pas compris. Merci Selma pour ton commentaire. C'est bon. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va mettre fin à la vidéo et on se donne rendez-vous à la séance prochaine avec la deuxième méthode d'analyse de la variance.